Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Nous commençons le numéro de cette semaine par le Maroc qui vient d'officialiser sa demande de réintégration au sein de l'Union africaine. Alors, quels sont les enjeux véritables de cette demande? Pour en parler, je reçois Madame Naïma Korchi, elle est juriste internationale. Elle va intervenir dans cette émission en direct de Rabat au téléphone. Madame Korchi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous tous. Je reçois également Hamzat Boukari Yabara. Vous êtes historien, auteur du livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, publié aux éditions La Découverte. Merci à vous. Merci pour l'invitation, M. Togbi. Et Pierre Tavares, vous êtes également historien. Merci également d'avoir accepté notre invitation. J'en suis honoré. C'était en 1984, le Maroc s'est retiré de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Ce 26 septembre, le roi Mohamed VI du Maroc a indiqué que son pays voulait retrouver ce qu'il appelle sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Alors, quels sont les enjeux véritables de ce désir de retour au sein de l'organisation panafricaine? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Zahra Mohamed Motou. Le Maroc, qui a quitté l'Union africaine en 1984, est formel dans son souhait de rejoindre l'organisation. Le roi Mohamed VI vient de soumettre une demande de réadmission. Cette démarche aurait été entreprise à New York le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une lettre d'intention a été remise à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Une autre lettre a été déposée à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Le Maroc a changé, sa diplomatie économique lui a servi de levier pour pouvoir rattraper et surtout construire une stratégie africaine, une politique africaine. Le Maroc aujourd'hui s'appuie sur un socle très solide pour revenir en force. Le Maroc s'appuie sur des pays pour ce retour, sur des pays comme le Gabon. Il y a un axe stratégique avec le Gabon, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aussi le Mali. L'enjeu de ce retour au sein de l'UA est lié au Sahara occidental. Sur ce dossier, la diplomatie marocaine est très active depuis 3 ans, à la fois sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international. Objectif pour le Royaume, convaincre les 53 États membres, les uns après les autres, de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, il y a 28 pays déjà qui ont constitué un appel pour l'exclusion de la RASD. Et puis, il y a un affaiblissement aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a beaucoup de gens voient dans ce problème une question très artificielle. Cette démarche d'adhésion du Maroc devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. Pour les Marocains, ce rendez-vous est d'une extrême importance dans la mesure où Nkosazana Dlamini Zuma est connu pour ses positions favorables au Front Polisario. Alors, Madame Korchi, dites-nous, qu'est-ce qui fonde, selon vous, la démarche du Maroc de rejoindre l'organisation panafricaine? Donc, comme vous l'avez dit, la place du Maroc est naturelle parce que le Maroc était parmi les pays qui ont même imaginé, pensé cette organisation régionale dès le départ. Donc, comme vous l'avez aussi mentionné, le Maroc a quitté cette organisation parce qu'elle n'a pas respecté la légalité internationale en reconnaissant un État qui n'est même pas encore reconnu par les Nations Unies. Donc, il y a une illogique juridique qui explique et qui justifie le départ du Maroc de cette institution. Moi, en tant que juriste international, j'ai assisté à pas mal de conférences sur l'Union africaine, dont la dernière est en Afrique du Sud à Cape Town il y a quelques mois. Et je peux vous assurer que même qu'il y a beaucoup de pays, une grande majorité des pays, dont certains même si leurs gouvernements sont encore hostiles au Maroc, des intellectuels qui appellent au retour du Maroc au sein de cette institution parce que ces États ont compris que l'Afrique ne pouvait pas aller de l'avant de façon efficace sans la participation d'un grand pays leader comme le Maroc. Donc il y a vraiment même de la part d'une grande majorité des pays africains une volonté de réintégrer le Maroc au sein de cette institution.
l'intérêt spécifique pour votre pays? Par ailleurs, comme je l'ai expliqué à Cape Town lors de ce séminaire, il y a d'autres institutions régionales qui sont affectées par le séparatisme, comme l'Union européenne. Mais l'Union européenne, pourquoi elle fonctionne et elle est forte, c'est parce qu'elle ne s'est jamais immiscée dans le séparatisme des États. Et donc c'est pour ça, si un des défis de l'Union africaine, si elle veut fonctionner et être un partenaire majeur pour l'Union européenne ou pour les Nations unies, c'est de fonctionner avec la légalité internationale et avec tous ses États membres. Notamment le Maroc, l'Afrique ne peut plus maintenant faire l'économie de ne pas intégrer dans ses institutions un État aussi fort que le Maroc au sein de ses institutions. Donc l'Union africaine aurait beaucoup à gagner par le retour du Royaume du Maroc. Hamzat Boukari Yabara, quel sens donner au mot du roi? Le Maroc veut retrouver sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Comme ça a été rappelé, le Maroc est l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. On avait eu la charte de Casablanca en 61 qui avait réuni un certain nombre de mouvements de libération. D'autre part, quand le Maroc s'était retiré, le roi Hassan II disait déjà que c'était en attendant de jours meilleurs et que le Maroc restait africain. Et durant en fait son temps en dehors de l'OUA, le Maroc a dressé un certain nombre de relations bilatérales avec les pays africains, particulièrement les pays francophones, donc le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon d'Ali Bongo qui a notamment introduit la fameuse motion des 28 pays qui soutiennent le retour du Maroc. Donc ce pays a travaillé, sa diplomatie a travaillé. On a un certain nombre de pays qui ont retiré leur reconnaissance de la RASD et on a néanmoins un axe fort, Alger, Abuja, Pretoria, qui reste en place. Donc l'Algérie en raison donc de tous ces litiges et d'autre part en raison de la concurrence marocaine dans un certain nombre de points comme la résolution des conflits dans la sous-région au niveau du Sahel. Le Nigeria qui est un poids lourd économique, qui voit aussi le rôle économique que joue le Maroc au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Également la question religieuse qui peut se poser et l'Afrique du Sud qui a toujours eu une position ou du moins une phraséologie un peu anti-impérialiste, tiers-mondiste, et qui du coup aide en ce soutien. Madame Nkosazana Zuma est plutôt proche de la tendance des positions du Polisario. Et donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vu que la succession de Bouteflika pose un certain nombre de questions. L'Algérie est affaiblie également par la crise du pétrole. L'Afrique du Sud, donc Madame Zuma va quitter son poste. Donc on peut penser qu'aux prochaines élections de 2017, et la commission de l'Union africaine va être renouvelée et la présidence va être renouvelée. Et il est possible, probable, que cette présidence tournante de l'Union africaine revienne à un pays d'Afrique de l'Ouest où le Maroc a tissé justement ces liens stratégiques. Monsieur Tavares, c'est en janvier 2017 que sera examinée cette demande de réintégration au sein de l'Union africaine. Quelle pourrait être l'attitude des États membres de l'Union africaine? Il faut d'abord, je crois, rappeler que sur les 54 pays ou États qui composent l'Union africaine, 28 sont co-signataires de la motion conduite par le président Ali Bongo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de l'Union africaine, il y a une majorité absolue pour le retour du Maroc, avec de facto ou par conséquent une suspension comme membre de la RASD. Ça, c'est le premier point. Et pour revenir un peu à la question précédente, le roi du Maroc l'indique lui-même assez bien. Il y a de vieilles relations qui ont été rappelées à la fois par vos deux autres invités, mais il bâtit cela autour d'une nouvelle idéologie qu'il appelle l'africanité. L'africanité du Maroc. Comme si, pour lui, de vieilles vocations, d'antiques ressorts historiques appellent ou doivent justifier ce retour-là. Bien évidemment, cette idéologie consacre une offensive à la fois économique et financière en termes de plan d'investissement depuis quelques années. Avec un renforcement du partenariat économique avec certains États de l'Afrique au sud du Sahara. Voilà exactement. Il serait intéressant, peut-être pour la gouverne, pour l'information des téléspectateurs, et si vous me le permettez, de rappeler la liste des pays qui composent les 28 pays. Si vous me le permettez, je vais le faire assez rapidement. Si vous le permettez, ou alors on le reporte. Très rapidement, avant qu'on ne reçoive Madame. D'accord. Alors vous avez le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, les Comores, le Congo, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Libéria, Libye, Centrafrique, RD Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Togo et Zambie. Voilà.
Ce sont ces pays-là, et peut-être que pour mieux comprendre, il lui fallu approfondir les relations bilatérales, comme suggérait tout à l'heure votre invité, pour en mesurer la nécessité. Alors, Madame Korchi, qu'est-ce que le Maroc pourrait être prêt à céder par rapport à ce dossier? Aussi, le Maroc a toujours fait preuve de très bonne volonté parce que vous vous souvenez, face à l'impasse du référendum, les Nations Unies ont demandé aux deux parties de trouver une solution pour sortir de cette impasse et de ce conflit. Le Maroc, contrairement au Polisario qui reste dans sa position statique de référendum sinon rien, un référendum que même les plus experts des Nations Unies ont admis qu'il ne fonctionne pas, le Maroc a proposé un plan d'autonomie. Donc pour le règlement de cette question-là, le Maroc a vraiment fait preuve d'excellente bonne volonté pour le régler. C'est maintenant au Polisario et puis au soutien, à ses soutiens, notamment l'Algérie, de faire preuve de réalité. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. Il faut maintenant avoir une vision pour l'Afrique, d'une Afrique qui soit concurrente des autres grands ensembles régionaux et surtout pour le bien de la population africaine. Il faut construire une Afrique forte. Et le Maroc est devenu un leader économique dans beaucoup de régions africaines, comme l'Afrique de l'Ouest par exemple. Il a une expertise qui est vue comme un modèle, comme en ce moment contre le terrorisme fléau qui affecte le monde entier. Donc le Maroc est maintenant vu comme un modèle et comme un leader dont beaucoup de pays africains auraient beaucoup à gagner dans la coopération. Et cette vision du Polisario qui repose sur une philosophie de la guerre froide des années 70 n'a plus cours. La preuve, c'est que maintenant, il n'y a plus qu'une seule dizaine d'États qui soutiennent encore vraiment cette philosophie du Polisario. Alors, Hamzat, avec cette démarche, c'est quelque part le duel algéro-marocain qui se joue désormais sur le terrain diplomatique africain. Oui, d'une certaine manière, je crois que le Maroc a pris une longueur d'avance du fait de la faiblesse actuelle du leadership algérien sur cette question. D'autre part, le Maroc a investi économiquement dans beaucoup de pays africains, ce qui lui permet déjà de rendre caduque la possibilité d'un boycott des produits marocains par les pays soutenant la RASD. D'autre part, on a vu que le Maroc s'est immiscé de plus en plus à la place de l'Algérie concernant la résolution du conflit au Nord Mali, la question de l'Azawad, en jouant justement sur cette notion d'intégrité territoriale. Donc il y a effectivement une vision stratégique du Maroc, qui n'empêche que ce pays a également un certain nombre de problématiques qu'il faudra soulever. Parmi lesquels se pose néanmoins la question des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, la question migratoire, qui renvoie donc au type de politique entre l'Europe et l'Afrique, et puis d'autres problématiques, peut-être plus sociales, peut-être plus sociétales, sur lesquelles, à mon sens, le Maroc doit aussi travailler et donner un certain nombre de gages. Mais après, logiquement, le Maroc est en droit de demander sa réadmission, et les articles de l'acte constitutif de l'Union africaine devraient lui permettre de revenir dans cette instance. Le Maroc serait en train de vouloir se servir aussi du continent, n'est-ce pas, enfin de l'organisation panafricaine, pour postuler éventuellement à un siège au Conseil de sécurité, un siège permanent. Elle peut en avoir les prétentions. Je pense qu'elle a les moyens au regard de son leadership financier aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui le Maroc est une grosse banque, riche d'avoirs des pays du Moyen-Orient, et donc elle irrigue un peu les économies, en particulier ouest-africaines. Donc, logiquement, elle est puissante, hein, on l'a rappelé au plan militaire, au plan de la lutte contre le terrorisme, souvent même dans le maintien de certains pouvoirs de l'Afrique subsaharienne. On connaît les relations, notamment du jeune roi, avec certains pays comme la Côte d'Ivoire, hein, comme le Gabon, donc l'espace francophone. Et il est normal, il est naturel, qu'après 32 ans de bataille acharnée, que la tension entre l'Algérie et le Maroc, qui n'était pas la seule tension, parce qu'à l'époque aussi, il faut rappeler le rôle du guide, Mouammar Kadhafi, dans ce conflit-là, qui lui-même, à un moment donné, avait surpassé diplomatiquement l'Algérie et qui s'est posé comme l'un des leaders, en tous les cas l'un des plus grands soutiens du Front Polisario. Aujourd'hui, et pour compléter ce que disait votre invité tout à l'heure depuis Rabat, il faut rajouter que, concernant le Maroc, un point capital, au-delà de l'influence économique, politique, diplomatique, de lutte aussi contre le terrorisme, ce qui caractérise le Maroc, c'est sa capacité à unifier, à créer un corps, un groupe. Hein. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. La deuxième considération, c'est que l'Afrique a besoin que cette tension diplomatique cesse. Le roi, pour compléter donc ce que disait votre invité depuis Rabat, a lui-même fait deux propositions très concrètes.
d'abord un plan d'investissement à hauteur de 13 milliards d'euros pour développer ce que lui appelle la région du Sahraoui, hein, d'une part, et d'autre part... Donc il y a un geste politique. Oui, tout à fait. Fort je crois qu'il faut rappeler ce que le roi met sur la table des négociations. Et donc, en contrepoint du référendum sur l'autodétermination, il propose une reconnaissance d'une région, donc avec un plan d'investissement de développement assez fort, et puis aussi une très large autonomie. Hein, donc ça, c'est aujourd'hui la tension, c'est autour de ces deux axes-là, de ces deux projets, que pivote la tension diplomatique. Hamzat, finalement, on doit s'attendre logiquement à ce que cette demande soit validée au prochain sommet de l'Union africaine. Alors, il faut rappeler que le Maroc n'a pas été exclu. Le Maroc s'est retiré de l'instance. Donc les mécanismes lui permettent de revenir. La motion des 28 signataires est valable jusqu'en janvier 2017. Maintenant, il faudra voir par la suite quelles seront les mesures prises concrètement par le roi du Maroc, qui joue aussi beaucoup sur la question religieuse, qui a créé des fondations, qui a fait énormément de visites en Afrique subsaharienne et qui, je pense, cherche surtout à élargir la zone d'influence de son pays, notamment à toucher les pays anglophones. Et de ce point, je crois qu'il y a un axe qui est en train d'apparaître, très important, c'est l'axe entre Rabat et Kigali. Et ce n'est pas pour rien que c'est à Kigali que la demande a été faite et que Kagame s'est ensuite rendu à Rabat. Est-ce qu'il est imaginable que les États africains conditionnent la validation, enfin les États membres de l'Union africaine conditionnent la validation de ce retour à quelques éléments, quelques gains politiques? Alors, la particularité de l'UA, c'est son financement. Donc, est-ce que le Maroc mettra réellement la main à la poche du point de vue de la politique continentale? C'est aussi ce qu'on attend de voir. Oui, Madame Korchi, dites-nous, alors, voilà votre mot de la fin par rapport à cette question du retour de votre pays au sein de l'organisation panafricaine. Eh bien, comme je vous l'ai dit, si l'Union africaine, un des défis de l'Union africaine est d'être, si elle veut être fonctionnelle, opérationnelle et aussi efficace pour que les autres composantes régionales comme l'Union européenne, elle se doit d'agir, d'être déjà en conformité avec la légalité internationale, d'une, et surtout, elle ne peut plus faire l'économie d'un grand pays, d'un grand leader comme le Maroc. Donc, l'Union africaine et tous les pays de l'Afrique auront tout à gagner d'avoir un grand pays comme le Maroc à leur côté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenu dans ce débat en direct de Rabat. Madame Korchi, je rappelle que vous êtes juriste international. Merci à vous. Merci à vous également, messieurs. Hamzat Boukari Yabara, je rappelle que vous êtes historien, auteur du livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, publié aux éditions La Découverte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Pierre Tavares, vous êtes également historien. Merci pour votre contribution à ce débat sur le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission consacrée au bilan des 3 années de pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. À tout de suite.